Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau Daily d'opinion. Comme chaque semaine, je suis avec Charles Gave. Bonjour Charles. Rien de neuf. Rien de neuf, à part un petit peu d'actualité quand même que nous allons évoquer. Je voudrais évoquer en premier lieu deux petits sujets avant de passer au sujet vraiment central de la vidéo, qui va être les élections européennes. Donc on va reprendre un petit peu les bases. Oui. Déjà parce qu'il y a pas mal de gens qui savent pas trop en quoi consistent ces élections. C'est des élections avec assez peu de participation, même s'il y en a de plus en plus depuis quelques éditions de ces élections. Mais avant toute chose, je voudrais d'abord évoquer ce mouvement des agriculteurs, donc qui ressemble un petit peu d'ailleurs au mouvement des agriculteurs allemands et même à celui des agriculteurs néerlandais d'il y a quelques mois, même quelques années, je sais plus. Mais cette fois-ci, c'est en France. Alors, ce qu'ils demandent essentiellement, c'est en gros quand même moins de normes, notamment vis-à-vis de l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a cette idée en laquelle je crois aussi qu'il y a des technocrates en Europe qui n'ont jamais mis des pieds dans un champ et qui décident de ce que les agriculteurs européens, et donc français aussi, peuvent ou ne peuvent pas faire. Et derrière, il peut y avoir l'idée chez les agriculteurs français qu'il y a une sorte de concurrence déloyale, notamment vis-à-vis des normes environnementales, parce que, en gros, ici en France, on ne peut pas faire de l'agriculture d'une certaine manière, mais en revanche, on peut importer les produits d'une agriculture étrangère qui, elle, n'est pas soumise aux mêmes normes systématiquement. Et donc, il y a cette idée que c'est un petit peu déloyal pour eux. Bon, c'est tout à fait déloyal, mais vous savez, je crois que les technocrates, c'était Strauss-Kahn qui racontait cette histoire qui m'a toujours fait rire, mais il était candidat à la députation quelque part, et il va dans un endroit où il y avait une assemblée de paysans. Il explique ce qu'il va faire pour la paysannerie, il est toujours plein d'idées, c'est brave comme ça. Et puis un paysan qui lève la main et qui dit Monsieur le ministre, merci beaucoup de toutes vos bonnes paroles là, mais est-ce que les vaches ont les cornes devant les oreilles ou derrière les oreilles? Et le pauvre Strauss-Kahn, il ne savait pas. Donc si on posait la question, je crois, à tout le gouvernement français, est-ce que les vaches ont les cornes devant ou derrière les oreilles, je crois qu'on aurait un grand moment de silence. C'est une question qu'on aurait pu poser d'ailleurs à Macron pendant sa conférence de presse. Ça aurait été un grand succès. Donc, s'imaginer que les gens qui prennent les décisions connaissent quelque chose à votre sort est une illusion. Alors maintenant, venons-en à la question sérieuse, c'est qu'est-ce que c'est être paysan? Bon, j'en ai eu dans ma famille, comme la quasi-totalité des Français. Être paysan, c'est littéralement recevoir des claques tout le temps, parce que vous faites, mettons, du maïs, du blé, etc. S'il fait très beau, bon, alors le blé, il se porte bien, mais le maïs, il va mal. Et puis, s'il ne fait pas beau, le maïs, il va bien, mais quand le blé, il se couche et vous ne pouvez pas le ramasser. Et puis, vous avez une récolte superbe qui s'annonce, il y a un orage, et tout est foutu 3 jours avant. C'est vraiment un métier de masochiste, quoi. Vous avez affaire à la nature tout le temps, et vous faites que ramasser des claques la plupart du temps. Et puis, si par hasard, ça marche bien pour tout le monde et pour toutes les cultures, à ce moment-là, comme il y en a trop, les prix s'effondrent. C'est-à-dire, vous êtes quasiment jamais dans le camp des gagnants. Donc, être paysan, c'est vraiment un métier de chien. Enfin, mais c'est le plus beau métier du monde aussi, mais enfin, c'est un métier de chien. Et donc, en plus maintenant de tous ces ennuis, et quand j'en parle des paysans dans le Gers ou à côté de chez moi en Avignon, là, ils me disent qu'ils passent maintenant, ou leurs femmes en général, parce que c'est elles qui s'occupaient des papiers souvent dans la maison, quand ils en trouvent une d'ailleurs, ce qui est de plus en plus difficile à la campagne, elle remplit maintenant, la femme passe sa journée à remplir des papiers pour l'Europe pour voir s'ils ont tel. Donc le paysan, soyons honnêtes, s'il est allé cultiver les champs et tout, c'est qu'il n'avait pas une passion pour les études, pour remplir des papiers, pour être un gratte-papier et tout. Et le pauvre vieux, il va à un truc où il fait que ramasser des claques à cause de la nature, et en plus, on n'arrête pas de l'emmerder avec des trucs. Donc je comprends qu'ils aient des moments où il dit « je vais aller prendre le camion », et je vais aller couvrir la préfecture d'ordures, quoi. Ça me paraît la moindre des choses. Et alors, il y a quand les paysans commencent à se révolter, en général, un pays va pas bien, quoi. Ça se passe rarement bien.
Et l'étape suivante, c'est que, en général, le gouvernement demande à la police de taper sur les paysans. Et parfois, la police n'est pas d'accord. Et à ce moment-là, c'est la fin du régime. Si les paysans se révoltent et que les policiers ne sont pas d'accord pour taper sur les paysans, on passe à la 6ème République. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu ce que j'ai connu en mai 58. Quand j'étais jeune, j'avais 15 ans, j'ai regardé ça avec intérêt. Donc, les paysans, c'est quand même... Ces gens qui ont cette capacité magnifique de faire sortir de quoi nous faire bouffer, quoi. Donc, je sais pas, mais il me semble qu'on devrait avoir un peu de respect pour eux. Oui, c'est clair. Mais d'ailleurs, là, il me semble pas que le gouvernement demande tellement à la police de taper dessus, parce que justement... si la police, elle est toute à Paris en ce moment pour préparer les Jeux Olympiques. Alors, si vous voulez aller taper sur la police à Toulouse, il faut ramener tous les cars. J'étais la semaine dernière, dimanche, j'étais baladé du côté du Trocadéro. Et du Trocadéro à l'Élysée, il y avait des camions de CRS qui étaient les uns derrière les autres, mais je me disais, mais ils gardent qui contre quoi exactement? Apparemment, il y avait une manifestation, je ne sais pas ce que c'était. Mais enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de... Donc, si vous avez tous les paysans, tous les policiers qui sont à Paris pour garder autour de l'Élysée, ce qui semble être le cas, ben après ça, il peut falloir faire les imbéciles à Carbone ou du côté de Castelnaudary, où il y a un excellent cassoulet d'ailleurs. L'hôtel de France à Auch, à Castelnaudary, vous pouvez acheter un excellent cassoulet. Effectivement, oui. Qui est en grand bocal, qui est très bien. Là. Je leur fais de la pub à l'œil. Oui, voilà, on en profite. Enfin, voilà pour cette histoire des agriculteurs. Je ne sais pas exactement si derrière leurs revendications vont être suivies, parce que forcément, si c'est au niveau européen, la France est obligée du coup pour leur faire plaisir de désobéir. Ils ont une solution, les paysans, là. Oui. C'est qu'il va y avoir des élections. Oui, tout à fait. Et ils ont qu'à voter. Pour une fois, ils vont aller voter à la place d'aller à la chasse ou de chercher des champignons, parce que ça les intéressait pas du tout. Ce qu'on va essayer de vous dire maintenant dans les mois qui viennent, c'est jamais une élection européenne n'aura été aussi importante. Parce que vous avez peut-être une chance de faire disparaître cette majorité infâme de ventre mou et de fromage blanc, qui était le centre-gauche et le centre-droit qui s'alliaient pour nous martyriser l'Europe et nous enlever toute notre souveraineté. Là, vous pouvez les virer. Donc, encore une fois, il va falloir que vous, non seulement vous votiez, mais que vous convainquiez tous les gens autour de vous que jamais ça n'a été aussi important, que pour une fois, les élections européennes sont les plus importantes. Effectivement. Et surtout, il faut qu'il y ait 90% de vote. Allez voter dans un chat cette fois-ci. C'est clair. Et puis, en plus de ça, aussi, autre chose que je notais par rapport à ces manifestations, c'est que, alors que, évidemment, les agriculteurs, bon, c'est clairement pas la tranche de la population la plus aisée financièrement. Les pauvres. J'ai noté quand même que, notamment sur les réseaux sociaux, la gauche ne soutenait pas du tout ces manifestations. Alors là, je me suis dit, c'est quand même intéressant. La dernière fois qu'ils ont vu un paysan, la gauche, c'était au niveau de leurs grands-parents, quoi. Ouais. Il n'y a plus un type de gauche qui est sur un paysan, c'est tous des employés municipaux, des professeurs, Exactement. Mais il n'y a plus un gars qui sait ce que fait faire qui sait si les oreilles de la vache sont devant ou derrière les cornes. Tout à fait. Donc en fait, ils voient juste des gens qui détestent les normes, qui ont envie qu'on les laisse tranquilles, faire leur métier tranquille, qui font des manifestations qui ne sont pas chapeautées par des syndicats. Et donc, quelles que soient leurs conditions financières, eh bien, ils sont vus, je cite vraiment parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, ils sont considérés comme des bourgeois par la gauche. Je veux dire, c'est juste lunaire, quoi. Il y a des gens qui vivent à Paris avec 4 000 € par mois qui disent que tel ou tel paysan est un bourgeois. Enfin bref, c'est juste hallucinant. Il paye en moyenne 3 € de l'heure, le paysan. Ouais. Compte tenu de la capacité de ce qu'il fait comme travail et ce qu'il touche. Ouais. Donc c'est une plaisanterie, mais... C'est clair. Je voudrais revenir aussi de l'Inde. Il y a des problèmes de la paysannerie partout en Europe, et ça a beaucoup à voir avec les questions du prix de l'énergie, parce que si vous voulez faire des engrais, tout ça, les engrais, c'est que de l'énergie transformée. Donc si vous voulez acheter des engrais, compte tenu du fait que le prix de l'électricité est monté de 40%, il est probable que le prix des engrais est monté de 40% et que le prix du lait n'est pas monté du tout, quoi. Donc leurs marges ils se font massacrer. Bien, donc il y a ça. Mais en France, il y a aussi autre chose, c'est que dans le temps, quand j'étais jeune, il y a très 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 longtemps, le paysan avait pas une vie agréable, mais la valeur de sa terre montait, parce que c'était... Donc, sa caisse de retraite, c'était quand il vendait ses terres,
ils pouvaient automatiquement aller prendre une retraite honorable et puis tout allait bien, quoi. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'hectare à Paris, je veux dire l'hectare en France, est en moyenne à 5 000 € l'hectare. Il est à 45 000 en Suisse et à 60 000 en Hollande. Et à 35 ou 40 000 en Allemagne. Donc ça veut dire qu'on a un système étatique qui s'appelle les SAFER, qui a capturé cette espèce de fonds de retraite qu'avaient les paysans de voir la valeur de leur terre monter, et qui se le distribue à lui-même. Donc il y a une espèce d'administration communiste qui s'est emparée du monde paysan, qui ruine les paysans et qui, eux, vivent grassement. Donc c'est une fois de plus les beautés du communisme. Il y en a qui sont plus égaux que d'autres, quoi. Et ceux qui ne travaillent pas sont ceux qui touchent la rente. Et ceux qui travaillent comme des fous, ils n'ont plus de quoi vivre. Donc, un de ces quatre, pour résoudre le problème, il faut que les paysans reprennent le contrôle de leurs actifs, de leurs terres, que ça soit à eux. Ouais, tout à fait. Et que personne ne puisse leur piquer. On retrouve encore une fois des atteintes au droit de propriété qui appauvrissent toujours ceux qui travaillent. Tout à fait. Et alors, encore une fois, pour défendre le droit de propriété, qui d'autre que Javier Milei, pour faire la transition avec le sujet suivant. Donc, nous en avions parlé la semaine dernière. Entre-temps, du coup, il avait pu faire son discours entre l'enregistrement de la vidéo et la diffusion de la vidéo la semaine dernière. Et donc, j'ai pu l'écouter. Alors, je vous avais envoyé une version sous-titrée. Moi, j'ai même pu voir une version traduite en française par l'intelligence artificielle. Et alors c'était un discours tout à fait classique, en fait, libéral classique, même libertarien, de défense de la propriété, du capitalisme, en fait, tout simplement de l'économie de marché. Et surtout une condamnation du socialisme et du communisme sans appel. Absolument. Et de la technocratie. Et du vol par les crapules qui prennent le contrôle de l'État. C'est ça. Donc c'est vraiment éloge de la liberté, seule condition de la prospérité. En fait, donc j'ai beaucoup aimé ce discours qui évidemment, en fait, alors tout le monde devrait l'écouter. Faut absolument que j'y pense. Faut que je vous mette le lien dans la description. En français. Voilà, en français, comme ça vous pourrez le voir. C'est un discours qui dure une vingtaine de minutes, qui est tout à fait intelligible. Voilà, vraiment pas compliqué et dans lequel Javier Milei dézingue vraiment le socialisme. Il fait des points qui sont très intéressants, c'est-à-dire il dit je crois que l'Argentine est devenue indépendante quelque part de la couronne espagnole vers 1850, 1860, je sais plus très bien. Il le mentionne d'ailleurs. Tout à fait. Et dans les 30 ans qui suivent, ils sont passés d'une lointaine colonie de l'Espagne au premier niveau de vie du monde. Parce que là, ça a été la liberté totale, c'est là où Buenos Aires s'est bâti, c'était superbe. Puis ensuite, ils ont une série de crétins suréduqués avec Perón et puis tous les socialistes qui ont suivi, qui ont expliqué qu'il fallait que la justice sociale ou n'importe quoi. Et en l'espace donc de 1890 à 1990, ils sont passés de premier rang du niveau du mondial où ils étaient à l'époque à 156e, avec des applications sans arrêt de l'opposition répartitionniste, socialiste, communiste, étatique. Donc il dit, écoutez, c'est quand même curieux que pendant 35 ans, quand on appliquait la liberté, on s'est enrichis tous comme des malades. Puis à partir du moment où on a laissé faire l'État, on s'est appauvri et ça n'a pas cessé. Et la fin de cette espèce de descente aux enfers, ça a été quand leur monnaie est devenue même... On pouvait même plus imprimer des billets parce que l'argent, si j'ose dire, le papier était plus cher que ce que vous tiriez du billet, quoi. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils ont élu Milei, parce qu'ils se sont dit l'argent que je reçois en subvention, ça me permet de rien faire, quoi. Donc la question qu'on peut se poser pour la France, c'est qu'on est sur la même pente il n'y a aucun doute, on fait les mêmes erreurs au même moment, bref, tout pareil. Simplement, ils avaient 20 ans d'avance sur nous, quoi. Oui. Donc, est-ce qu'on peut faire l'économie des dernières 20 dernières années? Oui, c'est ce que je demande. Pour essayer de voir si par hasard on pourrait éviter que vraiment les pauvres gens n'aient plus de quoi bouffer, quoi. Ouais. Parce que ne plus avoir de quoi bouffer en Argentine, c'est quand même à peu près aussi crétin que de ne pas avoir à bouffer en France. Parce que vous vous dites, mais enfin, c'est le pays où tout pousse, quoi. C'est le pays... Je crois que la France est le pays qui a le pourcentage de sa surface la plus à même d'avoir de l'agriculture. Je crois que 65% du territoire français est cultivable. Ce qui est gigantesque par rapport à tous les autres pays du monde qui sont à 5, 10, 15%. Donc,
vraiment, vous vous dites, mais c'est extraordinaire. Et ce que disait Milley, qui était très intéressant dans le discours, c'était quasiment un discours de nature éthique. Ouais. C'est-à-dire, il disait, le socialisme, le communisme, ce sont des choses qui sont mauvaises dans leur essence. Ouais, tout à fait. C'est des saloperies. Ça se base sur l'injustice, la jalousie, le refus de travailler. Donc il disait, je trouvais ça très intéressant parce que d'un seul coup, il disait, parce que les gens de gauche n'arrêtent pas d'amener ça sur le domaine moral. Tout à fait. Et lui, il disait, votre domaine moral, j'en ai rien à foutre. En fait, ce que vous faites est totalement immoral. Ouais. Et donc je trouvais ça très intéressant de placer ça sur le domaine éthique parce que là, ils ne peuvent pas répondre parce que les résultats sont implacables. Donc il ne le plaçait pas sur le plan des intentions. Il disait, ce que vous avez fait, ça nous a amené de désastre en désastre. Ouais. Le fait que vous ayez les meilleures intentions du monde, j'en doute pas, mais ça marche pas. Tout Donc à fait. c'était très intéressant parce que c'était à la fois scientifique et éthique. Et c'est vrai que, à gauche, on retrouve beaucoup, alors chez certains qui sont un tout petit minimum lucide, on retrouve cette idée que, en fait, les régimes précédents qui ont essayé le socialisme, le communisme, en fait, il y a eu un moment à partir duquel ça s'est mal passé, et en fait, ça aurait pas dû se passer comme ça, sous-entendu. En fait, ils ont mal appliqué la doctrine qu'on avait. Et Milley, en fait, l'avantage de cet argument, c'est que, voilà, il coupe l'herbe sous le pied à cet argument en disant, non, mais ça ne peut pas se passer autrement. Votre doctrine, elle est mauvaise par essence. Elle est immorale. Elle est immorale. Elle est mauvaise par essence. C'est-à-dire que le socialisme et le communisme, ça vient du diable. C'est la jalousie aux dents vertes, là, qui vous force, qui vous donne une espèce de... Vous dites aux gens, si lui vit bien, c'est que il vous l'a pris. Et donc, ils partent tous du gâteau à taille fixe. Et ensuite, ils disent, si lui en a plus, c'est pas juste, il faut qu'on ait tous la même chose. Et ben, si encore une fois, je reviens aux évangiles, quand le Christ a donné les talents aux 3 serviteurs, là, il n'a pas donné... Il y avait, 4 et 2, 6 et 1, 7. Il n'a pas donné le même nombre de talents à chacun des 3 serviteurs, il en a donné 4 au premier, 2 au deuxième et 1 au dernier. Celui qui ne fout rien, d'ailleurs, c'est celui qui a touché qu'un talent. Et donc, le fait qu'on ait des talents différents implique que si on travaille plus, etc., on doit avoir des résultats différents, et que l'égalité des résultats, c'est insupportable comme but. Qu'il y ait de l'égalité des moyens, que tout le monde puisse faire des bonnes études, c'est très bien, mais qu'ensuite, s'il y en a dans le tas qui sont paresseux, qui ne veulent pas bosser, qu'ils aillent au diable. Il n'y a aucune raison qu'ils soient entretenus par la communauté à ne rien faire. Donc, il replace ça sous un angle de l'individualisme, qui n'est pas l'égoïsme. Tout à fait. Donc, l'égoïsme, c'est tout pour moi. L'individualisme, c'est je travaille au mieux des moyens qui me sont donnés, de façon à ce que la société soit meilleure autour de moi. Et on nous a toujours présenté le capitalisme comme une histoire d'égoïsme, alors que c'est une histoire d'individualisme. Tout à fait. Encore une fois, c'est exactement le même déplacement qu'avait fait Mme Thatcher quand elle avait dit le socialisme et le communisme, c'est diabolique dans l'essence. C'est dans l'essence qui sont insupportables que ça ne marche pas. Et je suis très content, parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu. Ça fait 40 ans que je ne l'avais pas entendu. Et puis c'est vrai qu'entendre ce discours aussi à Davos, voilà, ça fait quand même plaisir. Et puis il y a le patron aussi du Heritage Foundation, qui est l'autre, qui est une très grande fondation américaine dans le domaine tout à fait conservateur, qui a fait un discours avant Milley exactement sur le même truc, en disant, mais lui aussi avait été invité. Et donc, je sens comme un vent de panique arriver chez nos ennemis, c'est-à-dire qu'à force de raconter des calembredaines, de trahir, de mentir, de voler au nom du bien commun, ils se rendent compte qu'ils sont en train de se faire prendre la main dans le pot de confiture, que tout le monde les voit, et je sens comme un vent de panique se lever chez eux, et je dois dire que voir ces salopards en état de panique, ça me fait un bien. Parce que de temps en temps, ici à l'Institut des Libertés, où on a tenu ce discours depuis qu'on existe quasiment, on avait l'impression d'être un peu isolé. En tout cas dans le discours. Pas dans la réception, parce que les gens aimaient bien ce qu'on disait. Mais on sentait bien qu'on passait pas dans la classe intellectuelle. Ouais, c'est clair. Et puis après, il faut voir aussi si c'est un discours qui peut réussir à s'imprimer en France. Parce que bon, la France, c'est quand même un pays gangréné par le socialisme. Si on arrive au désastre... Quand les retraites que toucheront les gens ne leur permettront pas de s'acheter une baguette de pain,
ils verront peut-être que les subventions, les arrangements avec l'État, c'est pas une bonne idée. Mais ce que je voudrais, c'est qu'ils s'en rendent compte une vingtaine d'années avant pour qu'on arrête ces bêtises avant que tout le monde soit ruiné, quoi. Parce que les Argentins, il a fallu qu'ils aient vraiment au fond du trou. Hein. Tout à fait. Quand Milei est arrivé, ils étaient vraiment au fond. Ils sont vraiment au fond du trou. Et il y avait quand même des gens pour défendre l'idée que Milei allait être un désastre pour l'Argentine. Je veux dire, mais comment ça peut être plus désastreux? Enfin, je veux dire, c'est juste pas possible. On aurait pu l'envoyer Macron, ça aurait été pire, mais peut-être. C'est possible. C'est certain. Bon, c'est encore un peu tôt pour juger les résultats. Mais même il a si déjà on a coupé déjà fait les dépenses de l'État de 30%, c'est déjà pas Ouais, mal. ouais, absolument. Alors, on a parlé la semaine dernière de ce qui s'était passé sur le marché immobilier de Buenos Aires. Il coupe aussi de 75% les subventions pour l'équivalent du CNC, donc ça c'est pour les aides au cinéma. Donc voilà, il coupe vraiment argentin. Oui, le cinéma argentin, oui. C'est comme le cinéma français. Je ne connais rien du tout, mais c'est comme de couper les subventions au cinéma français. Les subventions, c'est les gens payent pour voir des films américains, on prend du pognon, on le file à des cinéastes français qui font des films que personne ne va voir. Et puis ça dure comme ça. Donc la première des choses, c'est de couper toutes les subventions et on aura à nouveau des cinéastes de talent. Ouais. Parce que pour l'instant, les cinéastes qui sont copains avec le centre qui donne les subventions, c'est comme ce brave Bernard-Henri Lévy, qui a touché je sais pas combien de subventions pour faire 2 films, et je crois que la moyenne des films, il y avait 300 personnes qui étaient allées le voir. Ouais, pourtant lui, il en a pas besoin des subventions. Non, d'abord il en a pas besoin, mais ensuite il avait touché plusieurs centaines de milliers d'euros de subventions pour faire ces 2 navets. Et il y a eu 300 personnes qui ont été les voir, donc je sais pas, dans n'importe quel pays, il n'aurait pas eu de deuxième subvention. La première peut-être, mais la deuxième... Et on rappellera d'ailleurs que ce monde du cinéma s'est largement insurgé contre le concept même de préférence nationale par rapport à la loi contre l'immigration. Alors même que peut-être le cinéma français, je pense que c'est le milieu qui bénéficie le plus de la protection de la préférence nationale, justement. C'est pour ça qu'il faut la supprimer, de façon qu'ils se retrouvent dans le dur monde de la conférence et qu'avec les meilleurs qui sortent, ils font des bons films. Pendant 1925 à 1962-63, on a eu le meilleur cinéma du monde et il n'y avait pas une subvention, quoi. C'était des capitalismes qui trouvaient du pognon, qui allaient subventionner, je sais pas, un Giono, je sais pas quoi, sinon ils faisaient pas des films, mais... et puis voilà, qui permettait de... Et donc, c'était la dure loi darwinienne que si vous aviez des types bien qui faisaient des films, les gens allaient les voir, un Renoir, par exemple. Et puis, si vous aviez des gens nuls, ils n'allaient pas les voir, quoi. Et moi, je trouvais ça au poil. Et puis, si on vous donnait votre chance, fallait se donner, fallait se dépasser, fallait donner le meilleur de ce qu'on pouvait pour derrière qu'on vous réaccorde votre chance. Alors que là, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'en plus de ça, il y a des gens qui ont déjà fait leurs preuves au début de leur carrière et qui derrière, du coup, sont acceptés dans le système de subvention et qui font un film par an ou un film tous les 2 ans. Mais au début de leur carrière, ils pouvaient faire des films plutôt bons, rigolos ou intéressants ou intelligents. Et en fait, à partir du moment où ils sont dans le cercle de la subvention, ils se disent c'est bon, en fait, maintenant je suis peinard et je peux faire mon navet tous les ans ou tous les 2 ans et je serai bien payé. Je pense à un mec comme Danny Boone, par exemple. Maintenant, il sort un film tous les ans ou tous les 2 ans. Je sais pas qui regarde ça. Enfin, c'est toujours quand même assez mauvais. Et pourtant, il s'est déjà montré capable de faire des bons films. Donc bon, je trouve ça un peu dommage parce que en fait, on veut faire le bien, mais ça gâche des talents. La subvention déshonore celui qui la reçoit et déshonore celui qui la donne. Donc, le premier devoir de tout homme politique, c'est d'arrêter les subventions pour que chacun puisse être libre. Il n'est de bonheur et de succès que dans la liberté. La plupart des grands poètes, historiquement, vivaient dans la misère. C'est pas que je veuille que les poètes vivent dans la misère, mais un poète qui vivrait dans le confort, vous l'imaginez pas écrivant les fleurs du mal. Ouais. La création a besoin, c'est un acte très difficile. Ça a besoin de souffrance. Je pense effectivement que Baudelaire subventionné, ça aurait pas été Baudelaire. Ben voilà, ou Maupassant, etc. Donc cette espèce de façon de vouloir transformer les créateurs, qui sont par définition des gens en souffrance, parce qu'ils comprennent pas très bien pourquoi ils sont pas bien dans leur peau, etc., en petits rentiers qui mettent
des petits pullovers et des chaussettes en plastique pour pas attraper des microbes, c'est pas ça un créateur. Un créateur, c'est un gars qui est fou, quoi. Ouais. Il y a un rapport très proche entre la création, la folie et... Oui, tout à fait, je suis d'accord. Il n'y a pas de raison de subventionner ça. La souffrance, oui, forcément, faut éprouver des choses, faut pas être... Mozart, il est mort à 33 ans, Beethoven, je crois qu'il est mort désespéré. Enfin, il y a Bach, qui a vécu au moment petit bourgeois, qui a fait une musique superbe. Enfin, il y a des exceptions à tout, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Donc voilà, je mettrai le lien du discours de Milley dans la description. Oui, il faut, parce que vraiment... c'est un discours de nature profondément éthique. Ouais, et c'était la base du libéralisme, c'était de dire c'est le seul régime qui soit éthique, puisqu'il y a égalité de tous devant la loi, égalité de tous devant l'impôt, droit de propriété. Et qui a l'avantage d'être diablement plus efficace que les autres en plus. Les autres, c'est le seul qui marche. Ouais. Donc, nous passons au sujet vraiment central de cette vidéo, à savoir les élections européennes. Ah, ça, c'est essentiel. On va vous en parler et vous en reparler au cours de l'année. Encore. Voilà, puisque donc les élections, ça aura lieu en juin de cette année, juin 2024. On va vous parler en général de pas mal d'élections quand même cette année. Mais je voudrais parler de ces élections en particulier parce que je pense que, comme Charles, je pense qu'il y a un enjeu particulier plus cette année que les autres. Donc déjà, je voudrais parler de comment ça marche parce que tout le monde ne connaît pas forcément le système de vote et de représentation pour les élections européennes. Donc ce qui se passe, c'est que chaque pays membre de l'Union européenne va présenter donc des candidats, des listes de chaque parti politique. Chaque pays se voit attribuer un certain nombre de sièges, donc proportionnellement à peu près à sa taille démographique. Donc même si l'Allemagne a légèrement plus de députés par habitant que la France ou l'Espagne, l'Allemagne donc par exemple a 96 députés, ils ont plus de 80 millions d'habitants. La France a 74 députés, l'Italie en a 73, l'Espagne en a 54 et ainsi de suite. Donc après il y a des plus petits pays qui en ont 6 ou 7 et qui donc ont derrière beaucoup moins de poids au Parlement européen. Donc je vais pas détailler le mode de scrutin exact dans tous les pays parce que les modes de scrutin sont parfois un peu différents. Par exemple, en Allemagne, vous pouvez avoir des députés lorsque vous dépassez les 3,5%, ce qui s'explique par le nombre de députés, de sièges total qu'on peut avoir en Allemagne. Mais en France, c'est au-dessus de 5%. Et ensuite, il y a d'autres pays dont je ne connais pas forcément les modalités dans les détails. Mais donc en France, vous avez à peu près un nombre de sièges attribués donc proportionnellement au pourcentage obtenu, et vous pouvez avoir donc des sièges au-dessus du seuil de 5%. Donc c'est un seuil hyper important à obtenir, et il y a plusieurs formations qui pourraient, je pense, ne pas l'atteindre. Donc je pense potentiellement au Parti socialiste, à Reconquête, à Debout la France, au Parti socialiste français, au Parti communiste français, pardon. Et alors pour l'instant en France, les sondages relatifs aux intentions de vote pour les élections européennes donnent les forces en présence suivantes. Donc le RN, la liste du RN donc menée par Jordan Bardella est donnée aux alentours de 28, 29, 30%. Renaissance plutôt autour des 20, 21. Ensuite il y a le Parti socialiste qui est vers les 9%, tout comme les Républicains. Les écolos 8% environ, la France insoumise à 7%, comme Reconquête environ. Le Parti communiste français à 3,5% et Debout la France à 2%. Donc sauf miracle, il est assez improbable que les partis que je n'ai pas cités atteignent les 5%. Je vous vois venir parce qu'évidemment dans nos auditeurs, je pense qu'il y a beaucoup de fans de Philippot et Asselineau, mais pour être tout à fait honnête, je pense pas que ce soit des listes qui soient capables d'obtenir les 5%. Et donc malheureusement, si vous votez pour une liste qui ne fait pas les 5%, c'est un peu comme si c'était un vote en l'air. Voilà. Comme c'est un système à la proportionnelle, on pourrait se dire il n'y a pas de vote, on va dire stratégique, mais un peu quand même. Si c'était un vote totalement il y a un à la vote stratégique, proportionnelle, c'est que dans ces listes qu'on a mentionnées, ouais. Il y a quand même les listes qui sont favorables, qui ont toujours voté les pertes de souveraineté de la France. Oui, tout à fait. Donc vous avez la majorité actuelle, et aussi curieux que ça paraisse, les Républicains.
Les républicains et les socialistes, ils n'ont jamais perdu une occasion de trahir. Y compris ceux qui gueulent, ils ont, par exemple, Dati ou des gens comme ça, quand ils étaient là-bas, ils ont voté toutes les saloperies. Donc ça veut dire qu'en tout état de cause, vous ne devez voter ni pour les socialistes, ça va sans dire, ni pour les républicains, ni pour la majorité présidentielle. Après ça, vous votez ce que vous voulez. Mais ce vote, ça ne va pas être un vote de préférence, il faut que ce soit un vote d'exclusion. Il y a un certain nombre de partis qui doivent disparaître. Les républicains, ça ne sert à rien. Ça fait des années qu'ils ne servent à rien, ça fait des années qu'ils trahissent. Et que quand je les entends dire qu'ils sont gaullistes, je me marre, parce qu'ils sont en fait, c'est des espèces de fromage blanc, tout sauf des gaullistes. Et donc, pour moi, ce vote, ça va être... Vous avez ce bloc qui, aussi curieux que ça paraisse, représentait une énorme majorité dans le Parlement européen, parce que c'était le bloc central européen, mettons les chrétiens de gauche et puis les chrétiens de droite, quoi. Enfin, ouais. Espèce de grand fromage blanc là qui bouge et dégueulasse. Et ben c'est ceux-là qui nous ont foutus dans la merde dans laquelle on est. Donc, il ne faut pas voter. D'abord, il faut voter pour aucun d'entre eux, et il faut se rendre compte que le but de ces élections, c'est de les virer ceux-là. Donc vous votiez, à la limite, France Insoumise ou Marine Le Pen, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est les virer. Et en quelque sorte, le but de ces élections, c'était ce qu'on avait eu en 57 avant que De Gaulle arrive, sortez les sortants. Ouais. C'était le motto qui avait amené Poujade, etc. Aujourd'hui, le but de ces élections, c'est sortez les sortants. Il y a toute une série de gars qui n'ont rien à faire puisqu'ils n'ont fait que trahir. Voilà, ça me paraît d'une simplicité biblique, moi, ce qui me reste. Voilà. Et alors, comment s'organise le Parlement européen derrière ? Donc, ces sièges, ensuite, ils se répartissent pas par pays, mais ils se répartissent par parti. Donc, par grand groupe d'idées. Voilà, par grand groupe d'idées au niveau européen. Plutôt d'absence d'idées. Vous avez des absences d'idées à droite, vous avez des absences d'idées à gauche, et ça vous fait la majorité. C'est pas complètement faux, voilà. C'est-à-dire que y a du coup des partis politiques avec des lignes plus ou moins cohérentes, voire avec pas de ligne politique du tout, qui se mettent ensemble. Et donc, on va évoquer un peu les partis au niveau européen de gauche à droite. Donc d'abord, il y a le parti de la gauche au Parlement européen, qui est composé essentiellement de groupes de gauche radicale, contestataires, parfois communistes. Donc avant, il y avait la Ligue communiste révolutionnaire, il y avait les communistes italiens, le Sinn Féin irlandais, c'est le parti aujourd'hui auquel appartient la liste de la France Insoumise, et ils ont 41 sièges sur 705 au Parlement européen. Ensuite, il y a le groupe social-démocrate, ça c'est le groupe de la gauche classique, on va dire, de gouvernement. Alors oui, ça fait partie des pires parce que bon... Avec les chrétiens démocrates, c'est les pires. J'aime pas du tout la gauche que j'ai évoquée avant, sauf que bon, ils appartiennent pas vraiment à la majorité de groupes au Parlement européen. Donc quelque part, ils ont pas fait grand-chose de mal parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Donc le groupe social-démocrate, c'est en gros les gauches de gouvernement. Donc c'est le groupe auquel appartient le Parti socialiste. C'est voilà les partis sociodémocrates des pays du Nord. Autrefois, il y avait le Parti travailliste anglais, donc avant le Brexit. C'est un groupe qui pèse beaucoup plus au Parlement européen parce qu'ils ont 154 membres au Parlement sur les 705. Ensuite, il y a les Verts, donc ça c'est les écolos. Donc là, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Forcément, c'est le groupe auquel appartient la liste Europe Écologie Les Verts. C'est un groupe qui a 74 représentants au Parlement européen. Ensuite, il y a le groupe RE, Renew Europe, groupe centriste composé de 101 membres du Parlement. Alors lui, c'est plutôt une addition des partis centristes d'Europe. Donc dedans, il y a la liste Renaissance, donc avec le MoDem, avec La République En Marche, etc. Les traîtres. Les traîtres. C'est le parti des traîtres. Il devrait se donner ce nom, le parti des traîtres. Ouais, c'est un peu ça. Ils ont aussi Ciudadanos en Espagne. Alors c'est pas le groupe le plus important numériquement parce qu'ils ont 108 membres au Parlement, sauf que un peu comme sous la 4ème République, c'est un groupe qui a un peu une fonction de pivot. C'est-à-dire que vous jouez au centre, vous pouvez décider si la majorité va être plutôt vers la gauche ou plutôt vers la droite. Vous décidez avec qui vous vous alliez, et en général ils font toujours partie des votes favorables derrière à l'élection de la présidence du Parlement européen, et pour derrière
c'est important pour le vote pour le président de la Commission. Donc par exemple dernièrement pour Ursula von der Leyen, ils ont voté pour elle, tout comme le PPE, tout comme la gauche social-démocrate. Donc ensuite il y a le PPE justement, Parti populaire européen, qui est le groupe dominant au Parlement européen parce qu'ils ont 182 membres. Ce parti il est composé des partis de centre-droit gouvernementaux, donc il y a l'UDC allemande, il y a le Parti populaire autrichien, Parti populaire espagnol, il y a Forza Italia, il y a les Républicains. Donc techniquement c'est le groupe le plus dominant au Parlement européen, mais c'est aussi le plus fragile parce qu'il y a le plus de composantes. Donc par exemple pendant cette législature dernièrement ils avaient eu des problèmes avec le Fidesz, le parti de Viktor Orban, qui d'ailleurs depuis est parti du PPE. Il y a aussi des désaccords internes avec les membres du groupe de Visegrad, donc le groupe d'Europe centrale. Groupe qui compte quand même 39 élus, donc c'est pas rien et ça forcément ça pèse. Et d'ailleurs ils avaient pesé dans un premier temps au tout début de la législature parce que le président de la Commission européenne, ça devait pas être Ursula von der Leyen, ça devait être Franz Timmermans qui est issu de la gauche. Et donc ce groupe de Visegrad avait fait pression pour ne pas que ce soit lui qui soit élu. Bon, alors on a envie de dire, il n'y a pas une immense différence avec Ursula von der Leyen, on n'a pas non plus sauvé le monde avec ça. Timmermans était sans doute un peu moins corrompu, mais enfin c'est... Oui, c'est possible. Parce que atteindre le niveau de corruption de Madame von der Leyen, c'est tout à fait remarquable. Alors c'est possible, il était peut-être moins corrompu. Vous avez que le Parlement européen a refusé de diligenter l'enquête sur les vaccins. Ouais, ils ont refusé que... Donc, on se rend compte que ces gens-là se protègent les uns les autres, quoi. C'est ça. Et le mari de cette dame a touché plein de commissions sur les vaccins pour les contrats qu'elle avait signés, et les députés européens disent non, il n'y a rien à voir, circulaire, quoi. Voilà. C'est bien. Et donc, jusque-là, on a envie de dire, on s'ennuie un peu, parce qu'on n'a pas trouvé grands alliés. On retrouve vite fait quelques formations politiques avec lesquelles on peut partager quelques vues. J'ai cité le Fidesz, mais justement, il est plus dans le PPE. Il y a aussi les membres du groupe de Visegrad. Bon, après, il y a quand même des partis qui participent à des gouvernements dans leur pays avec des groupes de droite radicale. Donc, je pense à Forza Italia, donc qui fait partie du PPE, mais qui dans son pays travaille quand même avec Meloni, ou le Parti populaire en Espagne qui accepte aussi de travailler avec Vox. Donc voilà, il y a aussi des partis, c'est intéressant, qui acceptent dans leur culture on va dire parlementaire, de travailler avec des groupes qui sont plus à droite que plus radicaux. Donc le groupe suivant, c'est là ça va commencer à être un petit peu intéressant. C'est le CRE, donc les conservateurs et réformistes européens, groupe un peu plus petit, composé de 62 membres du Parlement. Donc là, c'est plutôt une droite antifédéraliste, en général avec des partis relativement libéraux économiquement. On y retrouve Fratelli d'Italia, on y retrouve Vox, Droit et Justice, le grand parti polonais de droite au pouvoir jusqu'à récemment. Je vous pose une question là. Oui. Est-ce qu'il y a un parti en France qui est inscrit là ? Alors justement, c'était pas le cas jusqu'à présent, sauf peut-être Debout la France, mais actuellement c'est pas le cas. Cependant, si Reconquête a des députés européens à l'issue de ces élections, ils iront vraisemblablement dans ce groupe-là. Voilà. Eux, ils veulent travailler plutôt avec Meloni, tandis que le RN, eux, ils travaillent plus avec Salvini, par exemple. Ouais, il y a des alliances un peu comme ça. Et donc, juste après, il y a le groupe Identité et Démocratie, justement, qui présente des divergences assez mineures avec le groupe d'avant. Ce groupe, il a été créé en 2019, dans le sillage du groupe Europe des Nations et des Libertés. C'est un groupe de partis nationalistes, dedans, il y a l'AfD allemande, il y a le Vlaams Belang, il y a le RN, il y a la Ligue du Nord de Salvini, le Parti pour la liberté des Pays-Bas, donc qui vient de faire un beau score aux élections législatives. Avec un vieux front paysan. Exactement, tout à fait. Il y a le Parti de la liberté autrichien, entre autres, voilà. Donc ils sont 73 au Parlement européen. Et après, donc il y a un groupe de non-inscrits. Alors ça, c'est pas un groupe politique en tant que tel. Ils sont 57. Donc ça, c'est soit des partis politiques sans groupe, comme les indépendantistes catalans, par exemple, ou comme le Fidesz, justement de Viktor Orban. Soit des députés qui ont retiré leur étiquette, donc qui ont été élus sous une autre étiquette, qui l'ont enlevé au cours de la législature.
ouverture. Donc par exemple, dedans il y a Gilbert Collard, il y a Hervé Juvin qu'on connaît bien ici, il y a Jérôme Rivière, voilà, il y a Nicolas Bay. Enfin bref, c'est des gens qui ont soit rejoint d'autres formations politiques. C'est le cas de Nicolas Bay par exemple qui est du coup Reconquête aujourd'hui, soit des gens qui n'ont plus d'étiquette politique. Donc en tant que tel, c'est pas un groupe parlementaire, c'est le groupe des 100 groupes, sauf que dans ce groupe on retrouve quand même pas mal de gens avec lesquels on a des vues en commun. Oui. C'est un groupe qui est quand même dominé et du fait qu'ils par, ne soient pas dans un groupe, oui. veut dire que c'est probablement des têtes de cochon et qu'ils sont très bien. Voilà, Ils n'acceptent pas la discipline de groupe. Moi, j'ai déjà un gros sentiment de faiblesse pour cela. Voilà, déjà ils inspirent un peu plus la confiance, on va dire, forcément. Donc pour revenir à cette présentation qui est intéressante, Ouais. vous allez donc avoir des gens qui, soit à l'extrême gauche, soit, mettons, après les Républicains en France, sont violemment contre cette espèce de tentative de fédéralisme. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut bien que les gens se mettent en tête, c'est faites attention pour qui vous votez, parce que vous allez voter pour quelqu'un dont vous pensez qu'il est bien à droite comme vous, bien à gauche comme vous, ce qui n'a aucune importance. Et puis aussi bien, il va aller dans un parti qui, lui, sera quasiment au centre et continuera le truc fédéraliste. Donc, ne votez pas les personnes, votez contre ceux qui veulent plus de fédéralisme, contre les partis. C'est-à-dire que les Républicains, tant qu'ils resteront dans ce groupe-là, eh bien, il n'y a aucune raison que quiconque vote pour un républicain, aussi sympathique soit-il. Je ne doute pas que M. Bellamy soit un homme tout à fait sympathique et tout. Il n'en reste pas moins que son groupe a trahi la France depuis 40 ans et qu'il est grand temps de les sanctionner. Absolument. Ça va bien. Voilà, donc par exemple, François-Xavier Bellamy qui mène pour la deuxième fois consécutive la liste LR aux européennes. Je pense que c'est quelqu'un de très sympathique et qui a l'air absolument brillant. Avec lequel je suis d'accord sur plein de choses, sauf que son groupe est au PPE. Donc voter pour lui, c'est en fait quelque part donner du... C'est voter pour von der Leyen en fait. C'est voter pour Ursula. Donc vous allez voter contre Ursula ou pour Ursula. C'est ça la question. Et donc quiconque vote pour Ursula doit être exclu de vos décisions. C'est ça. Encore une fois, on a une chance, quand il ne se représentera pas deux fois, d'essayer de faire tomber cette majorité de centre mou, chrétien-démocrate, social-démocrate et arriviste, là, qui faisait le centre du Parlement européen. Donc, dans un rêve fou, j'imagine que les partis d'opposition à l'Europe actuelle fassent plus de 50% des voix à l'Assemblée. Si on y arrive, à ce moment-là, toutes les conneries européennes qui ont été faites depuis 50 ans seront désavouées par les peuples européens et on pourra recommencer à gouverner nos pays. Donc, c'est des élections, mais extraordinairement importantes. Et pour moi, il n'y a pas de problème. C'est ou vous votez pour la France, ou vous votez contre la France. C'est à peu près aussi simple que ça. Si vous voulez voter contre la France, c'est votre droit. Il y a toute une série de gens qui suivent Macron qui ne fait pas mystère du fait que lui, il est contre la France. Ça fait longtemps qu'il le dit. Mais si vous aimez ce pays, si vous aimez l'Allemagne, si vous aimez l'Italie en tant que puissance indépendante, il faut se payer ce centre droit. Il faut qu'il disparaisse. Ouais. Il faut qu'il disparaisse. C'est un danger pour nos institutions, c'est un danger pour nos pays, c'est un danger irrespectable. Enfin bref, ce sont des gens qui sont des criminels, donc il faut, si on peut s'en débarrasser par le vote, c'est mieux que grand coup de fourche, quoi. Ouais. Et vous comprendrez très facilement si vous regardez à quoi ressemble le Parlement européen, c'est-à-dire en termes d'organisation, de formation politique depuis sa création, donc depuis 1979, vous comprenez pourquoi la Commission fait toujours absolument ce qu'elle veut. En fait, il y a absolument aucune opposition. Ils n'ont pas le monopole de l'ordre du jour. Ils peuvent voter contre. C'est-à-dire que c'est ça. La Commission présente un texte et puis les autres ils votent pour ou contre, mais ils n'ont pas le droit de l'amender. Voilà. Ils ont le droit d'en faire. Donc, si vous voulez, on est dans une situation qui est complètement attentatoire à tout le droit constitutionnel. La Commission est à la fois pouvoir législatif, pouvoir exécutif, et elle a dans ses mains le pouvoir judiciaire. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une espèce de dictature de technocrates gris, bêtes et sales qui sont là et qui nous imposent des trucs dont personne ne veut en Europe et puis personne ne comprend comment ça nous est arrivé. Donc la seule façon, c'est de faire sauter, parce qu'ils ont besoin de faire passer les textes par le Parlement européen. Tout à fait. Donc si vous élisez le Parti républicain, si vous élisez des gens comme ça, vous allez
tuer notre pays dans ce qu'il y a de plus beau. C'est ça. Bonne chance. C'est-à-dire que le Parlement européen n'est pas ce qu'il prétend être, c'est-à-dire que dans les faits, c'est une chambre d'enregistrement de la Commission. C'est-à-dire que la Commission... Et dont elle a besoin. C'est-à-dire que si elle avait une chambre d'enregistrement qui refuse d'enregistrer, là, la Commission perdrait tout pouvoir. Donc c'est une façon de ramener la Commission, où il y a eu un coup d'État permanent qui s'est passé, à sa juste valeur, c'est-à-dire ça devrait être le secrétariat du Conseil des ministres qui sert à faire les comptes rendus des réunions qu'il y a. Il n'y a aucune raison que la Commission ait du pouvoir. C'est une invention de Delors. Et c'était une saloperie dès le départ. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors, est-ce que selon vous, le Parlement européen devrait, en quelque sorte, se donner à lui-même les moyens de faire de la politique, c'est-à-dire faire une sorte de serment du jeu de paume version européenne. Je veux pas. Il n'y a pas de souveraineté européenne, il n'y a pas de peuple européen. Donc, d'abord, je vois, c'était encore une invention de cet animal de Giscard, le Parlement européen, en 79. On en avait besoin comme d'un trou dans la tête. Parce que si vous avez deux parlements, un parlement national et un parlement européen, vous allez automatiquement avoir une lutte d'influence entre les deux pour savoir qui est le souverain. Et c'est ce qu'on a eu, depuis c'est devenu ingouvernable. Donc il peut y avoir qu'un parlement. Et puis ensuite, moi je serais tout à fait d'accord pour qu'on supprime les cours de justice européenne et le Parlement européen et qu'on laisse la Commission comme un secrétariat. Quand vous êtes à Bruxelles et que vous êtes le président de la République française, vous leur demandez de faire des comptes rendus des meetings que vous avez avec les autres chefs d'État. Il n'y a pas de raison de créer une souveraineté européenne, point barre. Ça n'existe pas. Il faudra une fois pour toutes sortir de ce truc-là, quoi. Et il faut bien que les gens se rendent compte que cette souveraineté européenne, c'est donner la souveraineté à des grands groupes qui manipulent ces gens à Bruxelles, puisqu'il y a beaucoup plus de lobby à Bruxelles qu'il n'y en a à Washington. C'est-à-dire que ce que je me suis laissé dire, c'est que s'il y a un député européen, il est travaillé au corps par je ne sais quel lobby pharmaceutique ou je ne sais pas quoi, qui lui donne le texte qu'il doit présenter à la Commission pour arriver au résultat que cherche le lobby. Donc ces gens sans honneur, sont assez facilement achetables par les grands groupes, les lobbies, et qui font qu'après, le paysan vous savez, les grands groupes, ils ont quand même qu'un but, c'est d'empêcher les indépendants de prospérer. Donc, vous voyez les grands groupes dans le domaine bancaire, ils vont augmenter tout ce qui est compliance, c'est-à-dire vérification administrative des décisions, etc., jusqu'au point où tous les petits gérants et toutes les petites banques ne peuvent plus les payer. Et donc, ils ont fait un monopole. Et comme ça, ils ont liquidé tous les petits. Donc dites-vous bien que le travail de ces hommes gris, c'est toujours de liquider les petits au profit des gros. Et je ne vois pas que cette machine en marche se mette en Europe. Elle a déjà commencé, merci bien, c'est pas la peine. Donc le moins on entend parler de ces gars-là, le plus on les renvoie. Il faudrait fermer le siège de l'Europe à Bruxelles et à Strasbourg. Ça ferait des amphithéâtres pour une université, c'est bien. Oui, c'est sûr, ça ferait de la place. Et puis on pourrait fermer la BCE, ce serait le pied aussi. Là aussi ça ferait des bureaux à Francfort. Et puis, je vous en raconte une bonne, c'est que la BCE, vous savez, elle est à Francfort, donc elle fait des recherches économiques sur toute la conjoncture dans tous les pays en Europe. Et et puis autrefois, la Bundesbank faisait des recherches qui existent toujours, à Francfort aussi, faisait des recherches sur la conjoncture économique en Allemagne. Mais les types qui étaient à la Bundesbank se sont dit, comment ça, il y a des gars de la porte à côté qui font des recherches sur la conjoncture partout en Europe. Donc la Bundesbank a créé un énorme département de recherche sur la conjoncture des autres pays européens. Donc, mais ces gars-là, ils vous créent des fonctionnaires, mais avec une facilité, des gars qui servaient à rien, quoi. La Bundesbank, elle aurait pu s'occuper de l'Allemagne, ça suffisait largement, quoi. Je suis sûr qu'à la Banque de France, il y a plein de gars qui doivent bosser sur la conjoncture je sais pas où, quelque part là-bas dans le Nord, je sais pas, au Danemark ou peut-être même à l'autre bout du monde, c'est possible. Non, mais donc la multiplication des positions, c'est ce qui permet à un gars d'avoir du pouvoir dans les structures administratives. Donc plus vous avez de gens sous vos ordres, plus vous êtes important. Et personne ne mesure la rentabilité de ce que vous faites. C'est clair. Donc il est temps que les Français se réveillent et disent à ces gars-là, écoutez, vous allez toucher une très belle retraite, surtout maintenant, vous nous lâchez bien les pieds.
Je suis assez d'accord. Et alors justement, le vote en France a l'air quand même relativement mûr pour mettre en forme une belle opposition à cela. Donc déjà, ce qu'on observe, c'est que si on compare à l'exercice 2019, donc déjà la liste de la majorité baisse. La liste du RN monte. En plus de ça, il y a une autre liste qui est celle donc de Reconquête qui, elle, est actuellement autour de 7%. Donc, si c'était son score en juin, ils auraient 7 députés. Auquel il faut ajouter ceux du RN. Et ce qu'on a vu, puisqu'on a quand même commenté ça lors de nos émissions depuis plus d'1 an, c'est qu'il y a pas mal de pays européens quand même qui sont aussi mûrs. Qui ont basculé. L'Italie, la Hollande, tout à fait. La Suède. Donc il est en train de se passer des choses. Donc encore une fois, c'est l'occasion ou jamais. C'est la dernière chance. Donc encore une fois, allez voter. Voilà, et il faut pas minimiser l'importance de ce truc-là, parce que justement, il faut être capable de mettre des bâtons dans les roues à la commission, voire même... il faut la fermer, oui. Voire même lui demander de repartir avec ses petits pieds. Et en fait, comment dire, d'habitude, ça n'intéresse pas forcément beaucoup les Français, parce que déjà l'Europe, Bruxelles, tout ça, ça paraît un peu loin. On vote pas pour le président ou pour la mairie, donc on n'a pas l'impression que ça nous concerne directement, mais si, ça nous concerne directement, plus que jamais, exactement. Aussi, c'est parce que le Parlement européen, forcément, il a très peu de pouvoir. Mais pourquoi il a peu de pouvoir ? C'est justement parce qu'il est organisé de la manière suivante. C'est-à-dire que, en fait, la Commission peut faire ce qu'elle veut avec cette majorité qui va du centre-gauche au centre-droit, en passant par les Verts et par le groupe centriste. C'est une super majorité qui peut voter absolument tout ce que la Commission veut. Donc, forcément, ça va pas être compliqué. Alors que là, il faut justement être capable de former une majorité qui va aller contre l'avis de la Commission. Voire qui peut-être dès le début de la législature va former une commission qui peut-être va être un peu moins un peu moins bureaucratique, je sais pas, que celle d'Ursula von der Leyen. Je sais pas si c'est possible. Elle n'est pas bureaucratique. Ursula, elle a pris des pouvoirs auquel elle n'avait pas droit. Elle a fait coup d'État sur coup d'État sur coup d'État. Et donc, elle a pris des pouvoirs. Par exemple, c'était elle qui achetait tous les vaccins. Par exemple, c'est elle qui a permis l'émission d'obligations européennes garanties par tous les pays du monde, qui étaient formellement interdites par les traités. Donc, elle a fait coup d'État sur coup d'État sur coup d'État. Donc, il faut la mettre en prison pour coup d'État. Et personne n'a jamais rien dit. Donc, c'est extraordinaire qu'il n'y ait pas un pays européen s'il y a ce brave Orban qui s'est élevé je ne sais pas combien de fois, mais donc si vous voulez, c'est extraordinaire de voir ce coup d'État, mais si c'est un coup d'État dans le bon sens, c'est-à-dire que ce que veulent les journaux et ce que veulent les gens au pouvoir comme Macron qui sont toujours prêts à trahir, à ce moment-là, c'est très bien. Mais non, un coup d'État qui est fait contre la loi, même si vous êtes d'accord avec lui, c'est une saloperie. On respecte la loi, on respecte pas l'humeur du moment, quoi. C'est extraordinaire, donc c'est le contraire de la loi. Bon, nous, il va falloir que j'aille me promener. Ouais. Donc, vous concluez ? Oui, je vais conclure. Donc, cette élection, elle est probablement plus importante que jamais. Faut pas oublier que la participation, elle augmente de plus en plus ces dernières années. Elle était à 50% en 2019. Je pense que ça va encore augmenter cette année. Faut que ce soit 70. Faut que ce soit, faut que ce soit surtout vous qui alliez voter. À la limite que le retraité macroniste aille voter ou pas, ça je m'en fiche un peu, mais vous, allez-y quand même. Je pense qu'on a une responsabilité vis-à-vis de vous, historique, pour vous demander de ne pas rien faire dans votre canapé un dimanche. Voilà, c'est pas grand-chose, c'est juste mettre un bulletin de vote dans une urne. Et contre en fait, il faut voter contre von der Leyen, quoi. C'est-à-dire que c'est une sorte de plébiscite pour ou contre von der Leyen. Il faut que les peuples européens, autant que possible, disent non à cette Europe de von der Leyen, parce que je pense que véritablement, si on leur demande, si on va leur demander aux citoyens dans la rue ce qu'ils pensent de l'Europe de von der Leyen, je pense que c'est une Europe assez impopulaire. Donc voilà, allez voter. Évidemment, c'est pas dimanche prochain, donc on en reparlera.
fera. On essaiera autant que possible, je ne sais pas s'ils accepteront, mais peut-être de recevoir des membres des listes dans ces émissions pour voir un peu ce qu'ils proposent de faire à Bruxelles. Et sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt pour un nouveau délit d'opinion. N'oubliez pas évidemment d'acheter, si ce n'est pas déjà fait, le livre de Charles Gave, La vérité vous rendra libre. N'oubliez pas que nous sommes disponibles en format podcast sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Je vous remercie encore une fois. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion. Merci.